Bon, jeunes pour la plupart, se sont déchaînés. Ils ont d'abord été dans l'ambassade de France, dont les grilles étaient fermées. Ils ont lancé des pierres par-dessus les grilles, puis ils ont escaladé les grilles. Et alors là, fort heureusement, ils ont pu être raisonnés par les gardiens de l'ambassade, qui sont eux-mêmes des Dahoméens. Ils ont renoncé à investir l'ambassade. Une annexe du centre culturel qui se trouve dans une autre partie de la ville a été, lui alors, particulièrement saccagée. Et alors, au centre de la ville où se trouvent de nombreux commerces tenus par des Européens, alors là, les vitrines ont dégringolé et il y a eu pas mal de pillages également. Des voitures conduites par des Européens ont été lapidées. Mais croit-on savoir, aucun Européen n'a été directement molesté. Il n'y a pas eu d'appel au calme lancé par le gouvernement. La Voix de la Révolution n'a pas fait état, si elle a fait état du meeting et de la motion de soutien au gouvernement, n'a pas fait état des désordres qui ont suivi. Et le journal gouvernemental, le seul quotidien paraissant à Cotonou, Dao Express, lui-même ne fait état d'aucun désordre. Pensez-vous en conclusion que la communauté française est menacée en ce moment au Dahomey? Je ne crois pas qu'elle soit menacée, ce serait beaucoup dire. Mais quand ici au Dahomey, actuellement, on évoque une puissance étrangère dont les agissements occultes visent à orienter la politique dahoméenne, tout le monde pense à la France. Ce n'est plus un secret pour personne. La France a à plusieurs reprises orchestré des opérations militaires pour renverser certains leaders africains. Inutile de rappeler l'opération Cabane qui a conduit à l'assassinat du nationaliste djiboutien Mahmoud Harbi en 1965, simplement parce qu'il revendiquait l'indépendance de son pays. Pas besoin non plus de revenir sur l'opération Atlantide qui a éliminé Ali Souaili en 1978, uniquement parce qu'il exigeait l'indépendance totale des Comores et l'intégration de Mayotte. Et que dire de la déstabilisation de Patrice Lumumba, de l'assassinat de Thomas Sankara ou encore du renversement de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, nous allons évoquer une tentative de coup d'État bien moins médiatisée mais d'une extrême violence. Contrairement aux autres, celle-ci n'a pas abouti, mais elle aurait pu bouleverser l'histoire du Bénin. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'opération Crevette, une mission secrète orchestrée par la France avec la complicité de ses alliés de l'époque, notamment la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Maroc, pour tenter de renverser le président Mathieu Kérékou. Nous verrons pourquoi il voulait l'éliminer, qui étaient les acteurs impliqués, comment l'opération s'est déroulée et surtout pourquoi elle a échoué. Restez jusqu'au bout et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour soutenir le travail de mémoire. L'histoire de l'opération Crevette, c'est maintenant. Courte annonce. Vous êtes en Afrique et souhaitez poursuivre vos études en Allemagne, je vous présente Lösung to Germany. Il simplifie énormément votre voyage. Il vous aide à trouver un logement adapté à vos besoins, à créer un compte bancaire allemand pour votre dépôt de caution, à obtenir une préinscription dans une université allemande, à rechercher un garant pour votre prise en charge, si nécessaire, à vous préparer pour l'interview à l'ambassade et à répondre à toutes vos questions concernant la procédure. À partir des contacts qui s'affichent à l'écran, contactez Lösung to Germany pour simplifier votre procédure. Au début des années 70, le Bénin, alors peuplé d'environ 3 millions d'habitants seulement, est dirigé par un triumvirat composé d'Humain Maga, Justin Omak Débé et Soro Mignan Apiti. Cependant, ce gouvernement à 3 têtes peine à stabiliser le pays. Rapidement, corruption, tribalisme et détournement de fonds gangrènent l'administration. Les rivalités entre les 3 dirigeants paralysent l'État. L'économie s'effondre, les grèves se multiplient et le port de Cotonou ainsi que plusieurs structures administratives restent fermées pendant des jours. Face à cette crise, de jeunes officiers prennent l'initiative et se tournent vers le commandant Mathieu Kérékou. Le 26 octobre 1972, il mène un coup d'État, prend le pouvoir et devient l'homme fort du pays. L'armée nationale exercera désormais et jusqu'à nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État dahoméen. Tous les fonctionnaires de l'État, tous les travailleurs de nos villes et de nos campagnes, quels qu'ils soient et quelque niveau qu'ils se trouvent, doivent continuer d'assumer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre
1972. Dès les premières heures, il adopte une posture radicale. Il fait arrêter les anciens chefs d'État et leurs ministres. L'Élysée et ses alliés, notamment Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, tentent d'intervenir pour obtenir la libération d'Hubert Maga, proche de la France. Kérékou refuse. 3 ans plus tard, il fait emprisonner un autre ancien chef d'État, Émile Derlin Zinzou, également proche de Paris. Nouvelle médiation française et nouveau refus de Kérékou. Dans la foulée, Kérékou annule une visite officielle du président français Georges Pompidou au Dahomey, ainsi qu'une réunion du Conseil de l'Entente convoquée par Houphouët-Boigny. Fervent nationaliste, il met un terme à l'ingérence française dans la politique béninoise et supprime les privilèges des sociétés françaises. Pour la première fois, la France et son réseau d'influence, la France-Afrique, voient émerger un dirigeant béninois déterminé à affirmer son indépendance. En 1975, en pleine guerre froide, alors que les puissances occidentales luttent pour préserver leurs influences en Afrique, Kérékou opère un virage idéologique radical et opte pour une politique marxiste-léniniste. Ses discours, enflammés contre l'impérialisme et le néocolonialisme, irritent profondément Valéry Giscard d'Estaing, qui se sent personnellement visé. En rupture avec l'Occident, notamment la France et les États-Unis, Kérékou réoriente la diplomatie béninoise vers l'URSS, la Chine et la Corée du Nord, avec qui il signe des accords militaires. Cette indépendance vis-à-vis de Paris inquiète fortement l'Élysée. La crainte d'une propagation du marxisme en Afrique de l'Ouest menace directement les intérêts français dans la région. L'idée de renverser Kérékou fait son chemin, trouvant un écho favorable parmi plusieurs chefs d'État africains alliés de la France, notamment Omar Bongo du Gabon, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Le roi du Maroc aussi, Hassan II, se heurte également à Kérékou, ce dernier ayant reconnu le Front Polisario et soutenu l'indépendance du Sahara occidental, une position que Thomas Sankara adoptera quelques années plus tard. Au sein même du Bénin, l'opposition en exil principalement installée à Paris voit dans ce projet une opportunité de se débarrasser du leader béninois. Parmi eux, l'ancien président Émile Derlin Zinzou est l'un des plus fervents partisans d'un renversement. C'est dans ce contexte qu'un véritable appel d'offres est lancé pour éliminer Kérékou. Finalement, le mercenaire français Bob Denard est retenu pour l'opération, moyennant un peu plus d'1 million de dollars. C'est du Gabon de Bongo que partira l'opération. Une centaine d'hommes triés sur le volet, parmi eux des Français et Africains notamment béninois et guinéens, sont recrutés pour exécuter le plan. C'est le début de l'opération Crevette. L'ancien président Émile Derlin Zinzou, condamné à mort quelques années plus tôt, prend discrètement contact avec le mercenaire français Bob Denard, qui a installé sa base arrière à Libreville et à Paris. Zinzou décrit la situation répressive qui règne au Bénin et évoque l'assassinat présumé de 11 de ses sympathisants par le régime de Kérékou. Se disant sensible à ces arguments, les services secrets français, notamment le STEC, incitent Denard à se mettre entièrement au service de l'ex-président pour cette opération. Le Maroc décide de faciliter la préparation du coup d'État en fournissant des terrains d'entraînement. Le roi Hassan II met à disposition la base militaire de Ben Guerir, une ancienne base aérienne américaine. Bob Denard reçoit d'importants financements pour mener à bien l'opération. Conforté par ses ressources, il entame le recrutement de mercenaires. Le roi du Maroc lui verse 145 000 dollars supplémentaires, tandis que Zinzou promet encore 400 000 autres dollars en cas de réussite. Parmi la centaine d'hommes recrutés, on compte une cinquantaine de Béninois, principalement des opposants en exil et des volontaires. Le reste du groupe est composé de Guinéens et Français, engagés par Denard via des annonces publiées dans des journaux. Les recrues sont envoyés au Maroc pour suivre un entraînement intensif sous la direction de Bob Denard, qui opère sous le pseudonyme de Colonel Mourin. À Paris, René Jougnac, successeur de Jacques Foccart en tant que Monsieur Afrique de l'Élysée, supervise discrètement la préparation du coup d'État. Le président Valéry Giscard d'Estaing suit l'opération de très près. Initialement, l'attaque est prévue pour le 31 décembre 1976. Les mercenaires comptent profiter du relâchement de l'ambiance festive en Afrique due aux fêtes de fin d'année. Pour eux, à cette date, ils sont sûrs d'avoir toutes les chances de leur côté. Après les entraînements au Maroc, les mercenaires se rendent à la base militaire de Franceville au Gabon, où ils bénéficient de la protection de la garde présidentielle gabonaise. Mais finalement, la date de l'attaque est repoussée. Le 17 janvier 1977, l'opération Crevette est déclenchée. Les mercenaires, lourdement armés, disposent de mitrailleuses de 12,7 mm et de FN Mark de mortiers de 81 mm.
ainsi que d'armes anti-chars, notamment des grenades à fusil, des bazookas et des lance-roquettes M72 LAW. Ils embarquent à bord d'un Douglas DC-7, un quadrimoteur à hélice piloté par un Scandinave. Parmi eux se trouvent 2 agents du SDEC, envoyés spécialement par l'Élysée pour documenter l'opération. L'un d'eux est équipé d'une caméra afin de filmer l'ensemble du coup de force. L'atterrissage à l'aéroport de Cotonou se déroule sans encombre. 2 automitrailleuses béninoises, une AML-60 et une Ferrette, tentent de s'interposer, mais elles sont rapidement détruites par Denard lui-même à l'aide d'un bazooka et d'un M72 LAV. En quelques instants, les mercenaires prennent le contrôle de l'aéroport. Cependant, avant d'être neutralisés, les gendarmes sur place parviennent à alerter les autorités. Après avoir neutralisé l'aéroport, les assaillants progressent vers la ville, avec pour objectif principal la résidence présidentielle. Mais, contrairement aux informations dont ils disposent, Mathieu Kérékou n'a pas passé la nuit chez lui. Alerté de l'attaque, il se rend immédiatement à la radio nationale pour informer la population et organiser la riposte. Militantes et militants de la Révolution populaire du Bénin. Ainsi donc, un groupe de mercenaires à la solde de l'impérialisme international aux abois a déclenché depuis ce matin à l'aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution démocratique et populaire en attaquant la ville de Cotonou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Nul doute que nous vaincrons, car notre cause est juste. Mort aux mercenaires, mort aux traîtres, prêts pour la révolution, la lutte continue. Dans la ville, la contre-offensive s'organise rapidement. Les forces armées restées fidèles à Mathieu Kérékou opposent une résistance farouche aux mercenaires. Peu à peu, les troupes béninoises prennent l'ascendant. Un autre imprévu vient encore compliquer la mission des assaillants. L'absence du président et de ses broches, mais aussi la présence inattendue de soldats nord-coréens. Ces derniers, chargés de la protection d'une délégation officielle de Pyongyang, menée par Ho Dam, ministre des Affaires étrangères de Kim Sung, avaient fortifié la présidence en y installant des nids de mitrailleuses. Face à cette défense redoutable, les mercenaires sont stoppés et contraints à battre en retraite. La peur change alors de camp. Dans leur repli précipité, les mercenaires abandonnent derrière eux 2 morts et plusieurs blessés. Dans la confusion, l'un des mercenaires est même oublié sur le toit de l'aérogare. Ils oublient aussi et surtout une cantine remplie de documents compromettants. À l'intérieur, des pièces d'identité des assaillants, ainsi que des preuves accablantes de l'implication d'Omar Bongo et de la France. Pire encore, plusieurs accréditations de la présidence gabonaise, signées du président gabonais, sont retrouvées, confirmant le soutien logistique du régime de Libreville. D'un autre côté, l'appel révolutionnaire de Kérékou au peuple passé à la radio résonne fortement chez la jeunesse révolutionnaire béninoise qui s'en prend directement aux intérêts français. L'ambassade de France est envahie, des commerces, des domiciles et des véhicules appartenant à des Français sont saccagés. Face à cette explosion de colère, Paris s'inquiète pour la sécurité de ses ressortissants à Cotonou et demande au président béninois si leur protection peut encore être garantie. Il paraît, Monsieur le Président, que l'on dit souvent chez vous en ce moment que si le Dahomey a des ennuis, c'est à cause de la France. Quelle est votre opinion? Si vous voulez demander là-bas à l'état-major mon curriculum vitae, moi je me considère comme un officier français. Pensez-vous pouvoir affirmer que la sécurité des ressortissants étrangers, et en particulier des Français, est garantie en ce moment dans votre pays? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la sécurité de l'homme tout court. Vous voyez? L'homme tout court. Parce que nous sommes responsables et nous avions condamné d'ailleurs, c'est le Dahomey. C'est le Dahomey où il n'y a jamais eu de violence. Et il n'en aura pas. Il y a un État, il y a un président, il y a un gouvernement. Nous sommes responsables et nous savons ce qu'on appelle le respect des biens et des personnes. Moi, je pense que la démocratie telle qu'elle existe en Europe, c'est l'anarchie. Auquel cas, il n'en aura pas ici. De leur côté, Bob Denard et ses mercenaires parviennent à fuir vers le Gabon, où l'ambassadeur français de l'ONU leur procure une cachette. Bob Denard est venu me demander l'hospitalité, mais je ne lui ai pas refusé. Je l'ai envoyé dans une ancienne mission catholique qui était à 40 km de Libreville. Il dit, vous restez là, vous vous écrasez, avec 2 ou 3 de vos hommes. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai fait faire des légumes, si vous voulez.
Alors, il a pris ça du bon côté, il s'est mis à faire des légumes pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, évidemment, il a trouvé une autre solution pour aller ailleurs. Et sa carrière a continué. Le putsch contre Mathieu Kérékou a échoué. Pour éviter toute fuite d'informations, et en accord avec le roi Hassan II, les mercenaires sont transférés du Gabon vers le sud du Maroc. Un mois plus tard, ils sont tous discrètement rapatriés en Europe par petits groupes. Finalement, malgré toutes les précautions prises, l'identité de Bob Denard est révélée au grand jour. Un an après cette tentative de renversement, en 1978, lors d'une réunion de l'Organisation de l'Unité africaine à Khartoum au Soudan, Kérékou frappe un grand coup. Face aux dirigeants du continent, il prend publiquement à partie Omar Bongo et le premier ministre marocain. Ces accusations sont si directes et violentes que les deux hommes humiliés quittent précipitamment l'Assemblée. Kérékou vient de porter un coup dur au réseau de la France-Afrique. Dans son discours, il exprime son irritation face au fait que l'oppresseur blanc puisse toujours compter sur la trahison de certains Noirs pour déstabiliser d'autres Noirs. Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Adema du Togo ainsi que le Maroc et le Gabon sont directement visés par ces propos. Malgré un financement conséquent, un armement sophistiqué, l'implication de plusieurs pays et le soutien d'opposants béninois, le coup d'État contre Mathieu Kérékou se solde par un échec total. Par la suite, plusieurs familles béninoises portent plainte contre Bob Denard